Bonjour et bienvenue dans le 11e live Twitch de Ulysse Centenaire. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est un peu un horaire inhabituel, mais c'est presque habituel maintenant que j'annonce des horaires inhabituels. On est donc mercredi 4 mai, j'expliquerai tout à l'heure quand il y aura un peu des spectateurs pourquoi je n'ai pas pu faire le live Twitch lundi à 18h à l'heure habituelle. Mais en attendant qu'il y ait des spectateurs, je vais lire un extrait de l'épisode 13, Nausicaa. C'est à la page 272, plus exactement ça commence au bas de la page 272 dans l'édition Alma. Et je rappelle que l'on peut retrouver la pagination de l'édition Alma comme des autres éditions principales via le Joyce Project. Bah! What is that flying about? Swallow? Bat, probably. Thinks I'm a tree. So blind. Half birds, no smell. Metempsychosis. They believed you could be changed into a tree from grief. Weeping willow. Bah! There he goes. Funny little beggar. Wonder where he lives. Belfry up there. Very likely. Hanging by his heels in the odor of sanctity. Baal scared him out, I suppose. Mass seems to be over. Could hear them all at it. Pray for us, and pray for us, and pray for us. Good idea, the repetition. Same thing with ads. Buy from us, and buy from us. Yes, there's the light in the priest's house, their frugal meal. Remember about the mistake in the valuation when I was in Tom's? 28 it is. 2 houses they have. Gabriel Conroy's brother is curate. Bah! Again. Wonder where they come out at night like mice. They're a mixed breed. Birds are like hopping mice. What frightens them? Light or noise? Better sit still. All instinct, like the bird in drought, got water out of the end of a jar by throwing in pebbles. Like a little man in a cloak he is, with tiny hands. Weeny bones. Almost see them shimmering, kind of a bluey white. Colors depend on the light you see. Stare the sun, for example, like the eagle, then look at a shoe, see a blotch blob yellowish. Wants to stamp a trademark on everything. Instance, that cat this morning on the staircase. Color of brown turf. Say you never see them with 3 colors. Not true. That half tabby white tortoise shell in the city arms with the letter M on her forehead. Body, 50 different colors. Alf a while ago, amethyst. Glass flashing. That's how that wise man, what's his name, with the burning glass, then the ether goes on fire. It can't be tourists' matches. What? Perhaps the sticks dry up together in the wind and light. Or broken bottles in the furts act as a burning glass in the sun. Archimedes. I have it. My memory is not so bad. Bah! Who knows what they're always flying for? Insects? That bee last week got into the room playing with his shadow on the ceiling. Je m'interromps dans cette lecture d'un extrait de Nausicaa, épisode 13, dans l'édition Alma, bas de la page 272, haut de la page 273, afin de dire bonsoir à la première visiteuse du live Twitch, Delphine. Bonsoir. Et puisqu'on est seulement tous les deux pour l'instant, même si c'est un peu ridicule, mais à un moment donné, cette chose se retrouve sur YouTube, donc un peu immortalisée quand même, ou en tout cas pas totalement temporaire, pas totalement fugitive. Oui, puisqu'on est pour l'instant un petit peu que tous les deux, c'est pour dire que j'ai encore oublié de te donner ton exemplaire de la traduction d'Olivette. Donc j'en profite, puisqu'il y a peut-être des gens qui le regardent en replay, j'en profite de manière pas du tout subtile pour refaire la pub pour ce livre, Olivette au télé, une histoire des Noirs d'Europe de l'Antiquité à nos jours, publié chez Albin Michel, dans une traduction de votre serviteur.
Voilà, et effectivement, ça fait 2 fois que Delphine vient à la maison et 2 fois que j'oublie de lui donner son exemplaire. Et puis, j'ai aussi oublié de te rendre La splendeur du Portugal de Lobo Antunes, dont on s'est aperçu ensemble, dont je me suis aperçu la semaine dernière quand j'ai parlé de Lobo Antunes, que je t'avais shippé ton exemplaire depuis une éternité. Donc bon, je pense que tu n'es plus à quelques semaines près, mais il faudra quand même que je te le rende. Voilà. Donc ça, c'est pour les asides. Enfin, je sais pas très bien comment dire. Ok, bah écoute, déjà, coucou à ma nièce, déjà, sans dire son prénom, je suppose. Et on est en public. Et je sais pas, le livre d'Olivette Otélé, ok, bah si elle veut le lire, elle peut le lire effectivement. Bonsoir à Apple and Pears, Richtig Falsch. On a un peu échangé cet après-midi sur Twitter et je disais que heureusement finalement qu'on n'est pas très nombreuses euh, à, euh, à participer à ce live Twitch parce que je réussis quand même à me mélanger les pseudonymes ou à pas toujours totalement identifier les différents pseudonymes. Et évidemment, ça m'est relativement facile quand ce sont des personnes que je connais dans la vraie vie. Et où là, évidemment, même s'il y a des pseudonymes qui peuvent être différents d'un réseau social à l'autre, je m'y retrouve. Mais c'est vrai que quand ce sont des personnes avec qui j'échange de manière uniquement électronique, virtuelle, je ne sais pas comment il faut dire. J'aime pas trop virtuel parce qu'en fait c'est des échanges réels, hein, les échanges électroniques, mais enfin bon. Voilà, c'est pas forcément très facile pour moi. Donc finalement, heureusement qu'on n'est pas très nombreux, heureusement qu'on est des happy few dans ces live Twitch, parce que c'est encore trop pour mes petites cellules grises. Bonsoir Steven, j'espère que déjà c'est très gentil d'être là. J'avoue que je sais pas comment je fais, comment je me débrouille, mais je pense que toi aussi tu fais des live Twitch et que peut-être parce que je me connecte pas régulièrement à Twitch ou que j'ai pas mis en place des alertes efficaces, mais j'ai jamais réussi à te coincer dans tes live Twitch. Mais enfin c'est pour signaler que Steven de Filmins a aussi un Patreon, je sais pas comment il faut dire, et une chaîne YouTube de filmins et de singes, voilà, et que il ne faut pas hésiter à y aller, même si moi, effectivement, pour Twitch, on s'est raté à chaque fois. Astergirl, bonsoir, et on parlait des pseudonymes et des personnes que je réussis à identifier malgré les pseudonymes. Et donc, petite différence ici entre Apple and Pears et Astergirl, c'est que Astergirl, je ne me mélange pas les pinceaux parce qu'on se connaît en vrai, ou j'aime pas trop ce en vrai, mais enfin, on se connaît en dehors des ordinateurs et des réseaux sociaux depuis un certain temps. Bien, j'avais commencé ce live Twitch et il est 17h58, donc je ne vais pas encore le commencer au sens strict, mais c'est juste pour dire, pour expliquer, parce qu'à un moment donné, ces choses-là sont archivées, donc ça veut dire que normalement, la vidéo, le Twitch qu'on est en train de faire tous ensemble, sera archivé dans la rubrique YouTube dédiée. Donc je réexplique un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai lu un extrait, j'étais tout seul, hein, c'est normal, hein, je savais que j'étais tout seul, mais c'était aussi pour tester le temps que les premiers visiteurs, les premières visiteuses arrivent, histoire de voir si le son fonctionnait, etc. Donc j'ai lu un extrait de Nausicaa, le bas de la page 272 dans l'édition Alma, mais je vais y revenir. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas. Alors je devrais peut-être me faire un petit plan quand même, au moins pour pas oublier les choses en cours de route. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois. Et puis c'est vrai, je sais que c'est quelque chose que je répète très souvent. Le fait que j'ai absolument pas de temps, très peu de temps à consacrer à Ulysses d'une part, et même à ses Twitch d'autre part, et donc ça se fait vraiment dans des trous de souris où je fais comme je peux. Donc voilà, mon idée n'est pas tellement de comment dire, de préparer plein de choses en amont, etc. Donc bon, j'improvise vraiment, j'improvise même sur le plan et sur la structure.
Alors je voulais dire, la première chose déjà, aujourd'hui je voulais expliquer pourquoi je n'ai pas fait le live Twitch lundi à 18h, avant-hier à 18h comme d'habitude. Et c'est pour une raison qui en fait tient indirectement en fait, ou qui va nous ramener indirectement à Ulysses. Euh, oui, je réagis juste aux deux derniers commentaires sur IRL, c'est in real life, donc je suis pas entièrement... ouais, je suis pas... Alors voilà, évidemment, je suis le premier à utiliser aussi ce sigle, mais j'ai l'impression que maintenant c'est un sigle, je ne veux pas être désagréable, mais qui connote un petit peu je dis pas enfin, on va dire les adolescents et mes étudiants n'utilisent plus IRL, je crois, c'est vraiment un truc de trentenaire et au-dessus. Et en plus, je ne suis pas entièrement d'accord, c'est ce que je disais avec cette idée que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, ne sont pas la réalité. Les échanges que l'on a sur les réseaux sociaux, les échanges électroniques, sont la réalité. Il y a beaucoup de réalité là-dedans. Il faudrait trouver vraiment une autre formule. Il y a sans doute d'autres formules. Il y a les échanges sociaux et les échanges sur les réseaux sociaux. Je sais pas, voilà, comment le dire autrement. Mais les réseaux sociaux sont la réalité quand même. Et par rapport au live Twitch de Steven, je sais pas, il faudrait peut-être... c'est vrai que moi, je continue de beaucoup dépendre de Twitter et Facebook pour suivre ce que font les uns et les autres, parce qu'il y a trop de plateformes dans tous les sens. Donc je pense que je rate les lives de Steven aussi à cause de ça. Donc bon, Steven, n'hésite pas en chair et en os, c'est vrai que c'est pas mal. Flesh and Blood, en anglais, Flesh and Blood Exchanges et Social Network Exchanges. Après tout, on pourrait proposer ça FBI et SNI, peu importe. Voilà, donc je reviens donc sur le premier point dont je voulais parler. Oui, on casse nos lives comme on peut, ça c'est une évidence, et justement, très, très bien, puisque ta remarque, Steven, m'incite justement à expliquer ce que j'étais en train de faire, expliquer pourquoi je n'ai pas fait mon live lundi à 18h. Donc, je redonne les dates, ça peut paraître un peu pesant parce qu'on est sur du live et qu'on sait bien quel jour on est quand même. On est le 4 mai 2022, c'est un mercredi, mais bon, je ne sais pas jusqu'à quand durera le dépôt gratuit de vidéos très longues sur YouTube, mais j'utilise ma chaîne YouTube Tanner45 comme un espace de dépôt, et j'ai sur cette chaîne certaines playlists, certaines rubriques qui durent depuis maintenant de nombreuses années, donc j'ai un petit espoir que la chaîne Ulysse centenaire, avec le dépôt de ces vidéos, durera encore quelques années, et donc voilà, je pense à l'éventuelle personne qui se perdra sur cette vidéo en 2026 ou en 2029 ou même plus tard et qui ne comprendra pas très bien de quoi on parle. Donc on est le 4 mai 2022 et normalement j'aurais dû faire ce 11e live au même moment que d'habitude, le lundi à 18h, il n'ai pas pu le faire parce que, pourquoi ? Eh bien, il y avait une journée d'études, Adapting Ireland, à l'université de Tours. C'était organisé par mes collègues Martine Pelletier et Adrian Janus. Martine Pelletier, qui est à l'université de Tours depuis bientôt 30 ans, qui est une grande spécialiste d'études irlandaises. Et donc il y avait plusieurs spécialistes d'études irlandaises qui parlaient. Je n'ai pas pu assister à la matinée, c'était une journée d'études vraiment courte, ça commençait à 10h30, ça se terminait à 17h pour la partie vraiment scientifique. Donc il y avait des communications, ça se trouve sur le web bien sûr. Je n'ai pu assister qu'à l'après-midi parce que j'avais beaucoup de tâches administratives et de machins divers le matin qui m'ont accaparé. Mais j'ai pu assister aux 3 communications de l'après-midi, je dis des bêtises, 4 communications de l'après-midi, il me semble. 3 communications de l'après-midi, pardon. Et à une pièce de théâtre, une représentation également au 5e BU, entre 17h30 et 18h30, il y a une représentation théâtrale par des étudiants de L3 d'anglais, donc mes étudiants et mes étudiantes, je m'approprie, enfin voilà, ce sont quand même mes étudiants, donc cette représentation théâtrale de Travesties de Tom Stoppard, qui est une pièce de théâtre qui reprend en partie des extraits de Ulysses, et qui est une pièce qui travaille le matériau de l'écriture de Ulysses et le personnage de Joyce, avec des effets de parodie, de satire. C'est très drôle, et comme toujours chez Stoppard, c'est à la fois extrêmement intelligent et extrêmement drôle. Et donc c'était un super chouette moment, et il va de soi que, ayant prévu et d'assister à la pièce de théâtre, et aussi à la lecture de poèmes
accompagné de bières et de planchettes qui avait lieu ensuite au centre, dans le vieux tour à l'Irish Company, il est évidemment hors de question que j'assure le live Twitch à l'heure habituelle. Pour le coup, là, oui, le flesh and blood a triomphé du virtuel. Donc j'ai décalé le Twitch à ce soir. Sur Twitter, il y a 8 personnes qui avaient voté pour dire qu'elles étaient disponibles mercredi à 18h, ou qu'elles préféraient en tout cas mercredi à 18h. Je ne suis pas sûr qu'on ait totalement fait le plein, mais enfin c'est pas grave, on va quand même aller de l'avant. Alors ce qui est intéressant, et je continue sur ce grand 1 en quelque sorte, cette journée d'études avant-hier, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu écouter des communications sur Joyce, en partie sur Ulysses d'ailleurs, sur des adaptations de Ulysses, sur la postérité intertextuelle, les filiations de Ulysses. J'ai entendu plein de choses qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont beaucoup excité aussi intellectuellement. Alors c'est un petit peu paradoxal, parce que vous vous rappelez peut-être que j'avais dit lors des tout premiers live Twitch, et ça m'est arrivé de le répéter, qu'il était hors de question pour moi de lire des sources secondaires, de lire au sujet de Ulysses, que je voulais essayer de lire Ulysses comme un texte primaire, on va dire presque comme les lecteurs de 1922, puisqu'on fête le centenaire, c'est le prétexte de ces vidéos, un peu comme les premiers lecteurs l'avaient lu, c'est-à-dire sans appareil critique, sans ressources, sans... voilà. Et bon, je n'y arrive que très imparfaitement, parce que l'édition Alma que j'utilise, elle contient presque 300 pages de notes, et ça m'arrive de les regarder, bien sûr. Je savais plein de choses, même par bribes, par fragments, plein de petites choses sur l'écriture de Ulysses, sur Ulysses, avant même d'avoir essayé de le lire en entier. Donc il va de soi que ce principe, c'est un principe qui est en partie faussé dès le départ et en partie gratuit, mais perdu d'avance en quelque sorte, mais j'essaie de m'y tenir. Bon là évidemment, petite entorse, j'ai passé 2 heures, 2 heures et demie à écouter trois communications vraiment très intéressantes qui parlaient en partie de Joyce, en partie de Ulysses. Donc c'était quand même, voilà, c'était vraiment intéressant. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le soir au pub, entre 2 bières et en discutant avec certains de ces éminents spécialistes pour le coup de Joyce, qui lisent et qui enseignent Joyce depuis 30, 40 ans pour certains d'entre eux, je faisais part un petit peu en discutant, je faisais part parce que j'ai pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière, j'en suis toujours là, un peu de ma frustration, de mon blocage. Ça s'est même accentué parce que par rapport à la semaine dernière, j'ai fini de lire l'épisode 13, Nausicaa, dont je lisais un extrait au début de ce live Twitch, et j'ai lu l'ensemble, la totalité de l'épisode 14, Oxen of the Sun. On aura l'occasion d'en parler. À cette occasion-là aussi, je veux dire, je sais que Jacques Desperreux, qui je crois n'est pas là ce soir, m'avait demandé il y a déjà plusieurs semaines, voire peut-être 1 mois ou 2, ce que je pensais de la traduction, de la toute nouvelle traduction de l'épisode 14, Oxen of the Sun, les bœufs du soleil, traduit par Jean-Paul Oxemery, avec une préface très très amusante d'ailleurs, et puis très instructive de Mathieu Young, qui fait une préface qui fait beaucoup réfléchir sur Joyce, sur le texte de Joyce, sur l'acte de traduction lui-même et sur le contexte de la traduction lui-même. Donc ça a été, c'est paru en février, c'est paru le 2 février 2022 à les éditions Le Corridor Bleu avec la collection Sing, dirigée par Pierre Vinclair. Ils ont choisi de faire paraître cette traduction le 2 février 2022. Et Pierre Vinclair, très gentiment, me l'a envoyé gratuitement, gracieusement. Donc je remercie toujours évidemment les éditeurs ou les directeurs de collection, directrices de collection qui sont assez gentils pour nous envoyer des livres. Ça va pas de soi d'envoyer des services de presse. Tout le monde ne le fait pas, loin de là. Donc moi je suis pas journaliste, donc j'ai pas forcément à recevoir des services de presse. Donc c'est vraiment gentil quand ça a lieu. Donc maintenant, je vais être en mesure de parler de la traduction de Oxemery puisque j'ai commencé à la regarder. Donc j'en reviens à ce que je disais juste avant, ma frustration vis-à-vis de Ulysses et le sentiment grandissant que j'ai que Ulysses est une sorte de... Ah bien Jacques, dont je parlais il y a quelques secondes à peine, nous rejoint. Donc bonsoir et bienvenue et bon retour. Et comme Jacques a fait une petite cure de désintoxication des réseaux sociaux, ou en tout cas avait annoncé il y a déjà quelques semaines qu'il prenait congé momentanément, comme ça lui arrive apparemment épisodiquement, de Twitter. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger récemment.
Peu importe. Mais je venais de parler de toi, Jacques, parce que je disais qu'il y a quelques semaines, tu m'avais demandé ce que je pensais de la traduction des Oxen of the Sun par Oxemery. Et bien maintenant que j'ai fini de lire et Nausicaa et Oxen of the Sun, et que j'ai regardé un petit peu et la traduction de Gilbert et compagnie, là, je ne vais jamais y arriver, de Morel Gilbert, Larbo Joyce, et aussi la traduction de Oxemery, on va pouvoir éventuellement en parler effectivement, et peut-être ce soir, peut-être la fois prochaine, je ne sais pas. Donc lundi soir au pub, en discutant avec ces éminents spécialistes de Joyce, je leur ai fait part de mes sentiments un peu ambivalents, un peu équivoques vis-à-vis de Ulysses, à savoir que plus j'avançais dans la lecture de Ulysses, plus j'avais le sentiment, j'en ai pas mal parlé, j'en ai longuement parlé avec ma collègue Adrienne, qui est Adrienne Janus, qui est une super collègue et qui, visiblement connaît super bien Joyce. On n'avait jamais parlé de Joyce ensemble, donc c'était aussi vachement agréable de pouvoir discuter comme ça. Et donc je leur faisais part de mon désarroi ou du fait que plus j'avançais dans la lecture, plus j'avais l'impression de quelque chose d'extrêmement fabriqué, de très... extrêmement savant, un texte extrêmement savant, mais qui finalement n'avait que cette autoréférentialité intellectuelle d'objets fabriqués pour en faire un chef-d'œuvre. Et certainement c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre qui à un moment donné, moi, me laisse un peu sur le côté de la route, ou me laisse un petit peu dans le désarroi ou dans une forme de frustration. Alors, il paraît quand même que quelque chose que je sais parce que j'en ai vu passer 2-3 fragments comme ça. Le monologue de Molly Bloom, évidemment, est une sorte de point d'orgue ou de point d'aboutissement du livre qui fait que je vais sans doute réviser mon jugement ou avoir des enthousiasmes plus marqués à partir du dernier tiers de ma lecture. Mais pour l'instant, j'en étais un petit peu là. Et j'en étais d'autant plus là que mercredi dernier, j'ai fini de lire Nausicaa et j'ai lu la totalité de Oxen of the Sun. Alors, Oxen of the Sun, j'en parlais avec ces éminents spécialistes, et en discutant avec l'un d'eux, je lui disais, Oxen of the Sun, je l'ai lu en 1 heure parce que je l'ai lu en diagonale, et il m'a dit, no one reads Oxen of the Sun, I mean, it's meant not to be read. Donc j'étais rassuré quand même, effectivement. Alors, sans rentrer dans le détail, Oxen of the Sun, l'épisode 14 d'Ulysse, c'est une sorte de purple patch, et même de purple patchwork, si je peux me permettre ce jeu de mots. Purple patch, c'est une sorte de morceau de bravoure, d'exploit littéraire, et le patchwork, pourquoi ? Parce que c'est couturé. Oxen of the Sun, c'est un chapitre de Ulysse qui se compose de 32 fragments, qui sont 32 pastiche ou parodie. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur le glissement du pastiche vers la parodie à de nombreux égards dans Oxen of the Sun, et dans lesquels Joyce montre qu'il est capable d'écrire à la manière d'eux, et pour pas trahir les sources, puisque depuis quelques jours, depuis 2 semaines, j'ai récupéré ce livre que m'a offert ma sœur, le Guide to James Joyce's Ulysses de Patrick Hastings. J'en ai parlé dans le 10e live Twitch. Patrick Hastings, il a donné la liste, il récapitule de la page 175 à la page 177 de son guide, la liste des 32 pastiches. D'abord un pastiche d'une prière romaine, puis un pastiche de Salluste, un pastiche de prose latine médiévale, un pastiche de prose allitérative anglo-saxonne à la façon de Alfric, un pastiche de moyen anglais, un pastiche le sixième fragment, c'est un pastiche médiéval, etc., etc. Je vais pas tous vous les donner. Si quelqu'un est vraiment intéressé par ça, je peux photocopier les 3 pages et les scanner et les envoyer par mail. Et ça continue évidemment dans l'ordre chronologique. Ça commence par une prière à la déesse de la fertilité romaine, donc une prière latine qui est ici pastichée, et ça se termine avec un passage qui essaie de mimer une conversation complètement argotique, complètement chaotique aussi, qui est peut-être finalement plus intéressante que tout ce qui précède. Mais ça se termine par pastiche de Dickens, pastiche de Ruskin, pastiche de Macaulay, de Quincy, etc., donc d'auteurs du 19e siècle.
en faisant ça, Joyce il montre qu'il est capable de faire ça, qu'il était peut-être le seul auteur de son époque écrivant en anglais capable de faire ça. C'est absolument époustouflant, c'est brillant, c'est très savant. Il y a certains moments où ça peut effectivement être assez drôle ou assez cocasse, mais à l'arrivée c'est complètement indigeste et impossible à lire. Donc je discutais de ça avec un de ses spécialistes quand il m'a dit no one reads that, no one reads Oxen of the Sun, no one reads it in one go, it's impossible, it's not meant. Et donc vraiment, it's not meant to be read. Donc et c'est un peu ça qui me retient. C'était un petit peu comme finalement Finnegan's Wake, mais Finnegan's Wake, je pense, admet, intègre cette dimension. C'est un texte qui a été écrit pour ne pas pouvoir être lu. Et à coup sûr pour ne pas pouvoir être lu de façon linéaire et de façon cohérente. Il me semble que Ulysses essaie quand même de faire autre chose. Et donc j'ai discuté aussi toujours pareil, entre la bière et le fromage, c'était très sympa d'ailleurs pour les personnes qui connaissent Tours, c'était à l'Irish Company. Il y avait un certain nombre de nos étudiants, soit qui avaient participé à qui jouaient dans la représentation théâtrale de Travesties, soit qui les accompagnaient, y compris quelques figures bien connues du Twitter angliciste tourangeau. J'ai nommé notamment Maïwen, June et Théo qui se reconnaîtront. Théo qui suivait un peu ses live Twitch au début du semestre, mais qui a bien raison de faire autre chose, et ils sont très occupés parce qu'ils ont plein de révisions en ce moment aussi, plein de dossiers à rendre et tout ça. Voilà, je le signale pour celles et ceux qui les repèrent, ou qui les identifient sur Twitter. Voilà, notamment on prenait un verre avec notamment donc Maïwen, Théo et June. Et voilà, et donc on discutait de tout ça, et donc je disais aussi qu'une des choses moi qui me retient un petit peu, c'est que Ulysses, au fond, j'en reviens à mon analogie contrastée ou contrastive avec Lobo Antunes du dernier live Twitch, Ulysses ne me parle pas de mon expérience humaine, pas vraiment, et ne me parle pas, ne me donne pas une vision, on va dire, un peu transcendante, un peu je sais pas, marquante, mémorable de l'histoire irlandaise, par exemple. Et c'est vrai que le livre est couturé d'irlandité, on a déjà eu l'occasion d'en parler, est couturé de traditions, du débat entre l'anglophilie et le nationalisme irlandais, toutes les polémiques culturelles très vivaces à l'époque de la publication du livre, et aussi bien sûr à l'époque où est censé se passer le roman, donc en 1904, donc tout cela. Et à l'arrivée, ça ne débouche pas sur, on peut difficilement dire, et c'est sans doute sa force bien sûr, mais c'est je trouve aussi sa faiblesse, on peut difficilement dire que Ulysses est un roman qui met en voix, qui met en récit ce moment très particulier de l'anticolonialisme et du nationalisme irlandais. Bon, et c'est sans doute tout au crédit de Joyce. Joyce ne cherchait pas à faire ça, mais moi c'est ce qui peut-être à un moment donné m'arrête dans ma lecture. Bon, on verra comment ça évolue. Donc voilà un petit peu où j'en suis, et ça a été l'occasion aussi, là c'est un peu le grand 2 peut-être de mon intervention aujourd'hui, hein, même si c'est pas prévu, je vais quand même essayer de faire des compartiments. Vous m'interrompez quand vous voulez. C'était l'occasion aussi, parce que j'ai pu en parler là, pour le coup plutôt dans la partie journée d'études, en le signalant simplement à des intervenants, parce que personne ne connaît ce dont j'ai parlé et ce dont je vais vous parler maintenant. Très peu de gens, et à coup sûr les Joyciens ne connaissent pas ce texte-là. C'est bien dommage d'ailleurs que les gens ne se parlent pas plus. Bon là en l'occurrence j'ai eu l'occasion de faire un petit peu la promo de mon auteur, mon avec beaucoup de guillemets. Pourquoi je dis mon auteur? Parce que c'est l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse. Je lui avais consacré une partie de mon mémoire de DEA en comparaison avec Ben Okri et Brighton Breitenbach, en l'occurrence Noureddin Farah. Et c'était l'occasion de parler de A Naked Needle, enfin c'est l'occasion dans ce Twitch, simplement de lancer cette piste-là, de A Naked Needle de Noureddin Farah, le
deuxième roman de Noureddin Farah, paru en 1976, qui ne fait pas partie d'une trilogie, qui est généralement très peu lu, très peu étudié, dont Farah lui-même considère que c'est un livre raté. Il l'a pas renié, mais enfin, ça a été un échec, je crois, un peu éditorial. Il a été aussitôt supplanté dans l'œuvre de Farah par la trilogie de la dictature africaine, les 3 livres qui ont suivi, Sweet and Sour Milk, Sardines et Close Sesame. Mais voilà, c'est quand même un livre qui est intéressant, qui existe. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Je vous montre aussi, tant que j'y suis, la traduction française, parue en 2007, donc 30 ans après, traduit par Catherine Pierrebon, une excellente traduction, et c'était paru en 2007 aux éditions, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais jamais comment elle s'appelle, cette maison d'édition, L'Or des Fous, voilà, aux éditions L'Or des Fous. Je ne sais pas du tout ce que cette maison d'édition est devenue, je n'ai pas du tout fait de recherche. Et c'est une excellente traduction. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Bien parce que A Naked Needle de Noureddin Farah se pose comme une sorte de transposition, d'adaptation, de réécriture de Ulysses à Mogadiscio dans la période suivant immédiatement l'indépendance de la Somalie. Donc c'est une sorte de Ulysses post-colonial, sachant que Ulysses est en partie déjà un texte post-colonial, mais là on ouvre un autre chapitre. C'est une sorte de réécriture africaine, somalienne, moderniste, malgré tout, et très fortement moderniste, et très fortement sous influence de Joyce, mais aussi d'un certain nombre d'autres écrivains européens. C'est une réécriture moderniste / existentialiste de Ulysses à Mogadiscio dans les années, à la fin des années 60, en fait, au début des années 70. A Naked Needle, qui a été traduit de manière, comme vous le voyez, très vite, enfin très proche, par une aiguille nue. Donc voilà, c'était l'occasion de parler de ça dans ce live Twitch. Je n'avais pas encore eu l'occasion vraiment de parler de Farah, et c'est vrai que Naked Needle, c'est le seul livre de Farah sur lequel je n'ai jamais vraiment travaillé, que je n'ai pas relu depuis une éternité. Peut-être qu'il faudrait... J'y avais rejeté un gros œil quand même. Lorsque la traduction française est parue, et vous avez bien entendu ce que j'ai dit, 2007, c'était il y a 15 ans, donc ça remonte. Donc peut-être qu'à un moment donné, peut-être que ça aurait été bien, c'est trop tard déjà, mais que ça aurait été bien peut-être de proposer quelque chose autour de A Naked Needle comme réécriture de Ulysses, parce que c'est... Il y a beaucoup de gens qui disent ça, enfin, on le trouve, enfin, le fait que ça soit une réécriture de Ulysse, que Joyce ait été beaucoup sous influence que Farah, ait été beaucoup sous influence de Joyce, c'est très présent, enfin, c'est souvent cité comme ça au débeauté, dans une parenthèse, mais ça n'a jamais vraiment fait l'objet d'une étude très proche, en fait, d'une étude stylistique, narratologique, dialogique, intertextuelle, etc. Donc ça mériterait peut-être cette analyse-là, et peut-être qu'il aurait fallu que je m'y mette ou que j'y pense avant. Mais enfin voilà, j'en parle ici. Aujourd'hui, bon, je m'étais même repéré, puis en fait je viens de perdre la page, je m'étais même repéré un passage de Naked Needle que j'aurais pu... qu'on aurait pu lire aujourd'hui. Bon, on verra s'il nous reste un peu de temps. Revenons à Joyce, grand 3. J'ai commencé ce live Twitch tout seul pour tester le micro, la caméra, tout ça, etc. par lire un extrait de Nausicaa, et je voulais en fait aussi jeter un œil à la traduction. Et puis j'ai aussi repéré un passage de Oxen of the Sun, vers le tout début de Oxen of the Sun, pour lequel j'aimerais aussi un petit peu regarder les 2 traductions françaises existantes. La première traduction, Morel, Gilbert, Larbeau, Joyce, j'y suis arrivé du premier coup, et la traduction toute récente de Hawksbury, avec une précision de taille. Je dis les 2 traductions parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont la fameuse traduction Folio Gallimard là, des années 2000 que je ne connais pas. C'est pour bien signaler... où est-ce que c'est? Voilà, c'est la traduction de Jacques Aubert. Et puisqu'on parle de Oxen of the Sun, finalement, tiens, je vais parler de Oxen of the Sun maintenant. Puisqu'on parle de Oxen of the Sun, je vous lis ce que j'ai appris via la préface de Mathieu Young dans cette traduction parue au Corridor Bleu, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je ne vous refais pas tout l'article. On le sait, Ulysse transpose et condense l'Odyssée en une journée à Dublin le 16 juin 1904.
Ainsi, le roman de Joyce se déploie en 18 chapitres inspirés d'Homère. Hawksbury livre ici une nouvelle traduction du 14e de ces épisodes. Une première traduction d'Ulysse apparut en 1929, une autre sous la direction de Jacques Aubert en 2004. Mais le vaillant collège de traducteurs qui s'est alors employé à retraduire Ulysse a préféré conserver les bœufs du soleil tels qu'Auguste Morel, Valérie Larbaud et Stuart Gilbert s'en étaient chargés, sous la supervision de Joyce, dont on a pu dire qu'elle fut assez distraite. Et Aubert de s'en expliquer un peu rapidement dans une note de bas de page. Il nous a paru intéressant de conserver l'un des épisodes de cette traduction, celui dont le style est constitué par une série de pastiches d'œuvres littéraires allant du Moyen-Âge à nos jours. Ulysse est une œuvre organique que nous dépeçons éhontément ici, dont nous ne ferons qu'une partie, mais on se consolera en cela qu'il s'agit d'un morceau de choix, un copieux rumsteak d'une 60aine de paragraphes parmi les plus denses du roman de Joyce. Alors je dois faire une petite parenthèse à propos du rumsteak. Je ne sais pas si Matthew Young essayait de faire campagne pour Fabien Roussel de manière à peine déguisée, mais il prend prétexte du fait que l'épisode s'appelle Oxen of the Sun, par référence à une scène de l'Odyssée, pour faire tout un tas de vannes et de métaphores à partir de la vache et de la bidoche et du bœuf, etc. Donc d'où le copieux rumsteak qui vient après un certain nombre d'autres plaisanteries de nature bovine. Donc ce que j'ai appris, dont je vous ai lu un extrait ici, c'était, ça me paraît quand même très intéressant, le fait que dans la traduction que je ne connais pas, la grande retraduction collective par un collège de traducteurs paru en 2004, Jacques Aubert, le maître d'œuvre, a justifié assez rapidement, d'après Matthew Young, le fait de conserver la traduction Morel, Gilbert, Larbaud à l'intérieur de cette nouvelle traduction. Or c'est un petit peu étrange, et je pense très honnêtement que je disais tout à l'heure que Oxen of the Sun décourageait un peu la lecture parce que c'était une sorte de prouesse intellectuelle, stylistique, textuelle, érudite, absolument époustouflante de la part de Joyce, mais que, in fine, c'était pas lisible ou ça n'avait aucun intérêt de le lire. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Je pense, entre autres, que c'est évidemment extrêmement difficile de le traduire. Et probablement, je ne dis pas que le reste est facile, mais ce chapitre-là est peut-être un des plus difficiles à traduire. Peut-être que c'est la mauvaise raison qui n'est pas invoquée par Aubert, c'est-à-dire que finalement, dans son collège de traducteurs, il n'y a pas grand monde qui se sentait de traduire Oxen of the Sun et qui se sont dit, ah ben tiens, on va aller récupérer la première traduction pour en garder une trace. Bon, c'est un peu étrange quand même. Donc finalement, un peu comme, vous savez, dans un puzzle où il y a une pièce manquante, finalement, Hawksbury, eh bien, il propose, 18 ans après, avec les éditions du Corridor Bleu, une nouvelle traduction des Bœufs du Soleil. Ça veut donc dire que si vous prenez d'abord, ça c'est la traduction de 1929, qui existe en folio, en poche, en tout ce qu'on veut, la traduction Aubert-Gilbert, la traduction Morel-Gilbert, donc vous avez cette traduction-là, de Ulysse, et puis vous avez la traduction Aubert, que je n'ai pas, et si vous vous dites, dans la traduction Aubert, il y a le chapitre 14 qui est identique à celle-là, clac, vous prenez celle-là, et vous avez donc deux traductions différentes, complètes, de Ulysse. Cela étant posé, il me semble que je dois être dans mon grand 4, mais je m'y perds moi-même, comme j'avais pas de plan en note. Cela étant posé, allons voir un petit peu un extrait de Oxen of the Sun. Et je vais m'intéresser à un passage qui se trouve, je l'annonce pour les personnes qui auraient l'édition Alma, en haut de la page 285, et c'est un passage qui commence par A Black Crack of Noise, et qui se trouve après un tercé qui fait rimer Jack, Sack et Bivouac. Ok. Et donc ici, je veux juste me remettre à peu près à jour. Je revérifie rapidement. Alors, je voulais essayer de retrouver de quoi ce passage-là a été un pastiche, mais enfin bon, peu importe, à la rigueur. Donc je vais vous lire cet extrait en anglais, et puis ensuite on va aller regarder la traduction de 1929 et la traduction de 2022, celle d'Hawksbury. J'ai choisi ce passage parce qu'il est très intéressant dans les sonorités aussi, et je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans ce texte-là aussi.
Je le lis d'abord en entier. Je vous lis d'abord le tercé qui se trouve en bas de la page 284. Je ne sais pas si vous avez ça sous les yeux ou pas. Ça doit se trouver aussi dans le Joyce Project. Si vous allez voir dans le Joyce Project à Auction of the Sun, vous avez évidemment le texte ici aussi. Behold the mansion reared by dead old Jack. See the malt stored in many a refluent sack. In the proud cirque of Jack Jones' bivouac. A black crack of noise in the street here, alack, bolt back. Loud on left, Thor thundered. In anger awful, the hammer hurler. Came now the storm that hissed his heart, and Master Lynch bade him have a care to flout, and wit wanton as the god self was hanged for his hell-prate and paganry. And he that had erst challenged to be so doughty waxed pale as they might all mark and shrank together, and his speech that was before so hot uplift was now of a sudden quite plucked down, and his heart shook within the cage of his breast as it tasted the rumour of that storm. Then did some mock and some jeer, and Punch Costello fell hard again to his Yale, which Master Lenehan vowed he would do after, and he was indeed but a word and a blow on any the least colour. But the braggart boaster cried that an old noble daddy was in his cups. It was much what indifferent, and he would not lag behind his lead. But this was only to die. His desperation as cowed, he crouched in Horn's hall. He drank, indeed, at one draught, to pluck up a heart of any grace, for it thundered long rumblingly over all the heavens, so that Master Madden, being godly certain whiles, knocked him on his ribs upon that crack of doom, and Master Bloom at the braggart's side spoke to him calming words to slumber his great fear, advertising how it was no other thing but a hubbub noise that he heard, the discharge of fluid from the thunderhead, locu having taken place, and all of the order of a natural phenomenon. Pardon. Oui, ça se lit pas facilement quand même. Je vous lis la traduction en commençant par le tercé. Page 382 de mon édition pourrie au livre de poche. Vois le palais bâti par le malin Micmac, vois l'orge et le houblon qui débordent le sac en ce cirque qui sert à Pierrot de bivouac. Et ce qu'on va faire, tiens, j'avais pas prévu, c'est qu'on va lire phrase après phrase les deux traductions. Donc là, vous avez en tête la 1929. Et voici le manoir érigé par Dédalic Jack. Vois l'orge entreposée en main pétulant sac, en ce crâne cirque où Jean-Jacques a son bivouac. A black crack of noise in the street here lacked bolt back. Un noir fracas rumeur dans la rue éclata, quel trac hurla, retomba. Noir vacarme d'une clameur dans la rue, tout à trac, braillement patatrac. Donc les éléments monosyllabiques, onomatopées, etc. font l'objet évidemment de traductions très habiles ici. J'ai rien à dire particulièrement, je ne vais pas commencer à critiquer ce genre de traduction, c'est tellement difficile. Loud on left, Thor thundered, in anger awful, the hammer hurler. De sa sénestre, sinistrement Thor tonna, en grande fureur, le dieu marteleur. On peut comprendre pourquoi ils ont gardé la traduction en 2004, elle est bien celle-là. Gueulant à gauche, tonnerre de Thor, en fureur une terreur, le martel lanceur. J'aime bien ça, c'est bien. Came now the storm that hissed his heart. Et voici la tempête qui fait cogner son cœur. Voici que s'en vient la tempête qui lui cloue le cœur. Alors là, il faudrait aller re-regarder vraiment les différents sens de hist, qui est un archaïsme de toute façon, H-I-S-T. C'est vrai qu'il y a des choix là qui sont quand même différents, qui fait cogner son cœur, qui lui cloue le cœur. And Master Lynch
bade him have a care to flout and wit wanton as the god self was angered for his ill-prate and paganry. Et maître Lynch lui signifia de prendre garde à ne point gaber et dire sacrilège, car le dieu même était en courroux contre son caquet d'enfer et ses dires de païen. Et maître Lynch lui enjoignit souci de ne point railler ni faire esprit mal appris, car le dieu-ci était très colère de ses propos d'enfer et sa païennerie. And he that had erst challenged to be so doughty waxed pale as they might all mark, and shrank together, and his speech that was before so hot uplift was now of a sudden quite plucked down, and his heart shook within the cage of his breast as he tasted the rumour of that storm. Je sais plus, je me mélange les livres. Et celui qui si hautainement avait jeté son défi devient pâle en sa face, ainsi comme à tous il pouvait apparoir, et se recroquevilla, et sa superbe paravent à son comble chut d'un seul coup, et son cœur sautait entre ses côtes cependant qu'il goûtait à la rumeur de cette tempête. Et celui qui jadis avait fait défi de vaillance, vira palichon, ainsi que tous purent percevoir, et se croquevilla d'un coup, et sa morgue, qui était si devant d'un ton trop haut, se retrouvait à présent tout soudain déplumé, et son cœur claboté dans la cage de son poitrail, pendant qu'il dégustait la rumeur de la tempête. Then did some mock and some jeer, and Punch Costello fell hard again to his Yale, which Master Linnean vowed he would do after, and he was indeed but a word and a blow on any the least colour. Alors entendit-on main brocard et main risée, et Punch Costello revint de plus belle à sa cervoise, et maître Linnean de jurer qu'il en userait pareillement, et sitôt dit, sitôt fait, sans se faire du tout prier. Alors se firent quelques moqueries comme quelques railleries, et Costello la Castagne se remit franchement à sa peinte, ce sur quoi maître Linnean certifia qu'il prendrait la suite et top là, sitôt dit, sitôt fait, pas de honte à se faire du bien. Alors là, petite remarque quand même ici. Punch Costello fell hard again to his Yale. Il me semble que dans Yale, il y a toute une concaténation de plein de sens différents. Il y a tout ce qui est évidemment le toponyme, il y a la serrure, il y a, je crois, un terme de marine aussi qui doit être présent ici. Et puis il y a évidemment ale aussi, qui dans la traduction de 1929 est finalement traduit par bière, je crois, de pinte, cervoise, voilà. Mais Punch Costello, le nom n'est pas traduit. Il est conservé tel quel, Punch Costello, alors que c'est un surnom, et Hawksbury, lui, choisit de transposer avec une traduction du surnom au moyen d'un terme un peu argotique, un peu archaïque aussi français, Costello la Castagne. Ce qui est bien évidemment, c'est qu'il retrouve une forme d'allitération ici qui est quand même intéressante dans cette traduction. Alors on en vient à une phrase qui est une phrase hyper importante parce qu'on y trouve le nobodade, qui est un terme. Il y a plein de gens qui, sans jamais avoir lu Ulysses, c'était mon cas avant de l'avoir lu, connaissent voilà, ce mot valise créé par Joyce, qui est un mot valise aussi qui évidemment vient du Cyclope, vient d'Homère, vient de toute une lecture de la personne qui n'est personne, bien sûr, mais qui est aussi un terme qui émane d'une forme d'athéisme aussi. C'est Nobodadi, c'est notre Père qui n'est rien. Donc c'est aussi une reprise ironique, extrêmement critique, évidemment, de la prière aussi. D'où, et ça vient juste après, une phrase ou deux phrases après, la phrase qui se termine par paganry, la païennerie, c'est traduit les dires de païens dans la traduction de 1929, et là, les propos d'enfer et la païennerie dans la traduction d'Hawksbury en 2022. Donc comment ont-ils traduit ça? On va le découvrir. But the braggart boaster cried that an old nobodaddy was in his cups. It was much what different, and he would not like behind his lead. 1929. Mais le vantard Rodomont s'écria que peu lui chaillait qu'un vieux papa personne fût un peu pompette et qui ne se laisserait damer le pion.
pas mal. Mais le vantard bravachon brama que le vieux papa personne, qui était la Penté, ça lui était parfaitement indifférent, et que lui ne se laisserait pas mettre un verre dans la vue. Donc on voit qu'ils traduisent tous les deux par papa personne en un seul mot, et bon, ce qui est très bien, ce qui est probablement pas mieux, c'est que dans Nobody, il y a quand même, c'est un mot valise, mais c'est un mot valise avec inclusion, c'est nobody, et da, la syllabe da du daddy vient s'interpoler, hein, c'est une interpolation au sein du mot nobody, donc littéralement, il faudrait trouver, prendre le mot personne et interpoler quelque chose, une syllabe qui connote effectivement la paternité, à l'intérieur entre père et son finalement. Ce qui rend évidemment ça compliqué en français, c'est que nobody est en 3 syllabes, alors que personne est en 2 syllabes. Donc ça devient un petit peu compliqué aussi. Le père personne, je sais pas, littéralement il faudrait dire ça, le père personne ou le père personne, je sais pas. Enfin, mais c'est vrai que si on fait père personne, on peut penser que le premier père, c'est celui de daddy, donc on perd l'interpolation. C'est compliqué quand même, ouais, la critique est aisée, l'art est difficile quand même. Je continue. But this was only to dye his desperation as cowed he crouched in Horn's hall. Alors, dye ici c'est D-Y-E, c'est la teinture, c'est teindre son désespoir littéralement. Donc il y a évidemment toute évidemment l'homophonie avec die, mourir, qui est souvent présente qui est très souvent un procédé bien sûr d'écriture chez Joyce, donc qui là est évidemment à peu près impossible à conserver. Mais ce n'était que pour donner le change sur son émoi. Die is desperation. Ouais, on y est. 1929, celle-là. Mais ce n'était que pour donner le change sur son émoi, tandis que tout en transe, il se tenait tapi dans la grande salle de Horn. Mais ce n'était que pour embeuboliner son bourdon, au moment où tout accroidi, il se tenait accroupi dans la grande salle d'Horn. Alors j'aime bien le accroidi, accroupi, qui revient à cowed et crouched. Ça c'est vachement bien, parce que dans cowed, crouched, vous avez à la fois une allitération et une assonance, le que et le how, et donc les termes sont vraiment liés. Et Hawksbury, quand il prend accroidi et accroupi, il a vraiment travaillé ça. C'est-à-dire, il y a le hack et puis il y a le ou-i quand même, hein. Donc les deux sont présents ici. En revanche, j'avoue que embeuboliner son bourdon, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. D'autant que die is desperation en anglais, alors, ça n'est pas le passage le plus difficile du paragraphe que nous lisons, enfin que je lis tout seul d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous réussissez un peu à suivre ce que je raconte. Mais die is desperation, teindre son désespoir, c'est relativement transparent. Embeuboliner son bourdon, ça ne l'est pas, à tel point que je vous le montre. Je ne sais pas ce que je vous montre là. Et c'est où ? Je suis où là ? Ah mais non, c'est là. Attendez, ouais, vous devez la voir là, quelque part par là. Il est là, voilà. Embeuboliner son bourdon. Ouais. Soit, je ne sais pas ce que c'est ce embeuboliner, mais bon, on cherchera ou pas. Je continue. He drank indeed. J'ai perdu la page, non. He drank indeed at one draught to pluck up a heart at any grace, for it thundered long rumblingly over all the heavens, so that Master Madden, being godly certain whiles, knocked him on his ribs upon that crack of doom, and Master Bloom at the braggart side spoke to him calming words to slumber his great fear, advertising how it was no other thing but a hubbub noise that he heard, this charge of fluid from the thunderhead, look you, having taken place, and all of the order of a natural phenomenon. J'ai lu toute la dernière phrase parce que c'est une seule phrase et que j'ai pas coupé. Mais je vais justement faire une petite parenthèse à propos de cette histoire des phrases longues et des phrases courtes, peut-être. Bourdon et désespoir. Oui, bourdon et désespoir, ça marche. Mais c'est vrai qu'embeuboliner, moi je sais pas ce que c'est. Bon, je veux pas me pousser du coude, mais enfin si je connais pas le verbe embeuboliner, on va dire que je dois pas être tout seul, et donc ça veut dire que c'est un terme comme qui est nettement moins évident que die. Je vois bien en quoi il récupère l'allitération. Die is desperation. Embeuboliner, bourdon. Mais même bourdon, il a quand même aussi
Alors, c'est parce qu'effectivement, il essaie de récupérer tout l'élément musical, l'idée de la cloche qui est présent ici et qui est en fait un motif qui traverse tout le roman. Hein. C'est le motif du tintement, de la cloche, des cloches en général, de ce qui retentit la toute fin. En plus, ça fait écho à la toute fin de Nausicaa, le kakou, 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 le fait que le coucou qui sonne l'heure, c'est aussi le coucou qui désigne le cocu. Hein. Donc il y a tout ce côté-là, dans une prolepse des infidélités de Molly Bloom à Léopold aussi. Je ferme la parenthèse. Donc il y a effectivement ce côté-là. Mais ok, donc merci, je comptais effectivement sur l'un d'entre vous. Merci beaucoup Jacques pour être allé chercher ça. Emboboliné. Mais c'est emboboliné ou embeboliné qu'il a mis? Lui, il a mis embeboliné. C'est peut-être une coquille typographique qui est passée inaperçue, et je pense que parmi les... Alors, j'ai jamais rien lu là-dessus, mais je n'arrive pas à imaginer comment les imprimeurs, les typographes, etc., ont réussi à imprimer, tout simplement, Finnegan's Wake, puisque quasiment aucun mot n'existe et que tout est inventé. Mais même déjà Ulysses, c'est compliqué. Et donc une traduction de Ulysses, eh bien, vous entendez le texte d'Oxemery que je vous lis, il y a forcément des mots. Alors peut-être que c'est embobeliné, qui effectivement me paraît déjà un peu plus facile à dire aussi, parce qu'embebo, c'est pas facile à dire, embeboliné quand même. Donc bon, à vérifier. Donc visiblement, Jacques, tu as contrôlé, et il y a un verbe embobeliner. Oui, enrobé de bobard, quoi, un peu, c'est ça, hein, c'est dupé. Bon, en tout cas, ça n'est pas un mot très répandu, je pense qu'on se mettra d'accord là-dessus. Oui, je vous ai lu la dernière phrase en anglais, mais j'ai pas encore lu les deux phrases des deux traductions, même si c'est un peu fastidieux peut-être. Bien, je m'en tiens à ça et je vais jusqu'au bout de mon idée de départ. On avait dit, enfin, je m'étais dit, puis on m'avait parlé, Jacques notamment, tu m'avais posé une question là-dessus, pour parler de la traduction, des traductions et de la traduction de Oxen of the Sun par Oxemery, il faut aller regarder exactement ce qui se passe. Et même à la rigueur, là, je fais très vite, je me contente de lire, je ne fais pas vraiment d'analyse, je ne regarde pas vraiment dans le détail. Enfin, au moins, on fait entendre les deux traductions. Donc, dans ce live Twitch, même si c'est sans doute pesant, et dans son archivage vidéo, il y aura eu une demi-page des Oxen of the Sun et leurs deux traductions françaises publiées. Bien, donc je vais quand même lire les deux dernières traductions, mais avant ça, je voulais faire une parenthèse sur la question des phrases courtes et des phrases longues, et c'était d'ailleurs dans cette optique-là que j'avais choisi un passage de Nausicaa, du chapitre précédent. C'est celui que j'ai lu au début de la vidéo, ça se trouve au bas de la page 272, qui est très caractéristique des monologues intérieurs, et notamment des monologues intérieurs de Bloom, qui sont en séquences extrêmement courtes, en phrases extrêmement courtes, souvent des phrases nominales, des phrases d'un mot. Hein. Bah, si vous avez le Alma sous la main, vous pouvez aller sauter à la page 272, hein, la page 285 où nous sommes dans les Oxen of the Sun, à la page 272, pour aller voir effectivement embobeliné. Alors là, non mais là je vois le commentaire de Delphine et je me dis qu'on a eu des enfances parallèles quand même, peu importe. J'ai jamais entendu ce verbe-là, ou je n'ai pas conscience d'avoir entendu ce verbe-là. Peu importe. Je reviens donc à la page 272, les phrases courtes. Bah, what is that flying about? Swallow, bat probably. Thinks I'm a tree so blind. Have birds no smell? Metempsychosis. They believed you could be changed into a tree from grief. Weeping willow. Bah. There he goes, funny little beggar. Wonder where he lives. Belfry up there. Very likely. Donc on a des phrases de 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2 mots. Voilà. Donc c'est pour dire que ça, c'est un des modes d'écriture assez récurrents quand même. Je ne dirais pas majoritaire, il faudrait regarder. Et en tout cas, au moins sur les épisodes dont on a parlé jusqu'à présent et que j'ai lu jusqu'à présent, je
je ne pourrais pas, jurer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même très présent. Si vous êtes moins avancé que moi, c'est le cas d'un certain nombre, je crois. Si vous êtes moins avancé que moi, je pense que vous pouvez confirmer que même il y a des moments où c'est un peu agaçant. C'est-à-dire que soit il y a beaucoup de dialogues, soit c'est des monologues intérieurs de type stream of consciousness, courant de conscience, etc., dans lesquels on a ces éléments très heurtés. Et c'est sans doute très juste d'ailleurs, le fait que le courant de conscience, le stream of consciousness, c'est pas vraiment un courant ou un flux, c'est plutôt comme ça des espèces de petites notations comme ça saccadées qui se suivent, et c'est d'ailleurs certainement assez réaliste dans la description du fonctionnement de l'esprit humain et du coq à l'âne et du fait qu'on saute d'une idée à une autre et que les transitions ne sont pas des transitions très, très suivies. Et en ça d'ailleurs, hein, je veux quand même dire avec force que c'est un des apports fondamentaux de Joyce à la littérature du XXe siècle et à toutes les personnes, à tous les écrivains, toutes les écrivaines qui se sont inspirés de lui. C'est cette insistance sur la notation brève, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si Céline avait lu ou pas Joyce. Ça vient juste de me traverser l'esprit parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu Céline et que j'ai pas envie de relire Céline d'ailleurs. Mais bon, j'ai eu à un moment donné, il y a fort longtemps, une période, notamment célinienne, mais moi le Céline que j'aime beaucoup, c'est celui de la dernière trilogie, c'est-à-dire celui justement des phrases de 2-3 mots, point de suspension, point d'exclamation, etc. Et il y a quelque chose d'assez similaire là, ça vient juste de me frapper, j'y avais pas pensé. Donc ça veut dire voilà, que Joyce, même si je suis un petit peu sur ma faim en lisant Ulysses, je note bien et j'apprécie bien et je vois bien ce que ça a créé, qui a qui fait qu'un très grand nombre d'écrivains n'auraient jamais écrit comme ils ont écrit, sans cette expérimentation-là dans Ulysses. Bonsoir Steven, merci beaucoup de ta présence. De toute façon, il est bientôt 7h et ces live Twitch n'ont pas vocation à durer jusqu'au bout de la nuit, puisqu'on a voyagé jusqu'au bout de la nuit, puisqu'on était dans l'éruption soudaine et totalement imprévue de Louis-Ferdinand Céline, dont on publie, je crois, un inédit d'ailleurs ces jours-ci, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné ça a fait écran. Mais là, très honnêtement, voilà, en relisant, ça m'est venu, d'un château à l'autre, rigodon, quoi. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc ça veut dire que les phrases brèves, c'est vraiment quelque chose d'important. Le chapitre, on va revenir à la page 282, le chapitre, on va finir là-dessus, puisque j'ai lu la dernière phrase en anglais, on va aller juste quand même, on va finir le travail, on va lire les deux traductions de 1929 et de 2022, dans ce paragraphe-là, que j'ai extrait de Oxen of the Sun pour regarder de près les deux traductions, on a cette alternance de phrases courtes et de phrases plus longues. On n'a pas des phrases aussi courtes que celles des stream of consciousness, des passages de courant de conscience, des passages comme celui-là de Nausicaa, où il y a des pages et des pages. Je veux dire, vous avez, il y a une page, il y a peut-être, 120 phrases dans une page. Et c'est quand même quelque chose de très inhabituel aussi comme expérience de lecture, ce côté très heurté. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Alors alors je suppose que Asperger réagit à ma vanne célinienne sur Au bout de la nuit, si je devais être tout à fait honnête, je dirais que la vanne sur Au bout de la nuit, c'est aussi lié à la pub pour la bière sans alcool dans les années 90. À Tourtel, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà, ça aussitôt, ça retombe horriblement. Jacques qui dit que tu as fait un détour chez Mrs. Dalloway, moi ça reste un petit peu le paradoxe pour moi. C'est-à-dire je suis persuadé que Mrs. Dalloway, et même si les notations très critiques de Woolf à l'égard de Ulysses, c'est en 1922, elle le lit presque immédiatement, et elle est en train d'écrire Mrs. Dalloway, donc il va de soi, et puis on sait ce que Woolf a déjà écrit avant, donc je vais surtout pas dire que Woolf doit tout, ou doit beaucoup à Joyce, mais très certainement que la manière dont Woolf trouve un rythme particulier dans Mrs. Dalloway, ça vient quand même d'un certain nombre d'expérimentations qui sont présentes
dans Ulysses quand même. Donc ça veut dire que je pense que Mrs. Dalloway, qui paraît 3 ans plus tard, il n'aurait pas été exactement pareil sans Ulysses. Et c'est vrai que parmi les livres qui n'auraient probablement pas été exactement les mêmes s'il n'y avait pas eu Ulysses, on peut citer Mrs. Dalloway. Le problème que j'ai moi, c'est que c'est une forme d'alchimie. C'est-à-dire que je trouve que Mrs. Dalloway est un livre supérieur, je sais pas, un livre beaucoup plus mémorable et auquel on peut finalement beaucoup plus s'identifier, beaucoup plus émouvant finalement que Ulysses. Et cette émotion, je ne dis pas du pathos, hein, c'est pas la question, mais cette émotion, cette forme d'identification, de l'utilisation de l'épiphanie mémorielle fait que l'œuvre est quand même beaucoup plus attachante, non pas au sens sentimental, mais au sens d'adhésion, c'est-à-dire elle adhère à nous, on y adhère aussi. Et c'est ce que je disais la semaine dernière à propos de Lobo Antunes. Oui, Lobo Antunes n'aurait jamais écrit les livres qu'il a écrits s'il n'y avait pas eu Joyce, Faulkner, Claude Simon, et peut-être Woolf, mais je suis moins sûr de ça en fait. Mais bon, et sans doute un très grand nombre d'autres écrivains qui m'échappent totalement quand je lis Lobo Antunes. Mais ce qu'il en fait à l'arrivée est pour moi supérieur. Pour moi, je le dis pour moi. Donc c'est aussi ce côté-là qui, je crois, est intéressant par rapport à notre rapport à la lecture. Après tout, Joyce dit qu'il n'a pas inventé le courant de conscience, qu'il l'a piqué à Dujardin dans Les lauriers sont coupés. Et Dujardin, Les lauriers sont coupés, tout le monde a essayé de le lire, j'en ai parlé encore lundi avec des spécialistes, et c'est un livre complètement inintéressant et que personne n'a envie de lire, et c'est un livre raté, c'est un auteur ultra mineur, et qui probablement mérite de le rester, et qui serait même totalement obscur s'il n'avait pas été convoqué ou invoqué par Joyce. Voilà, ça c'est... Joyce, il a pris quelque chose chez Dujardin, il en a fait quelque chose d'hyper fort et de durable et de fondamental pour la littérature contemporaine, pour la littérature contemporaine de Joyce, je veux dire, donc, et ensuite pour la littérature du XXe siècle, et la littérature moderniste et postmoderne. Mais voilà, on ne peut pas se contenter de dire Mrs. Dalloway n'aurait pas été exactement la même chose sans Ulysses, donc Ulysses est un livre supérieur. Non, pas du tout. De même que peut-être il y a des personnes qui jugent que Ulysses est supérieur à l'Odyssée. Or, on sait bien, le titre l'annonce d'emblée, que Ulysses n'existerait pas sans l'Odyssée. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui continue de beaucoup me travailler dans la lecture. C'est un livre qu'on ne peut pas lire sans l'intertexte. C'est un livre qu'on ne peut pas lire sans apporter sa culture et surtout sans apporter toutes les lacunes que le livre de Joyce fait ressortir dans sa propre culture. C'est-à-dire tous les moments où on se dit, mais là je comprends rien, ou tous les moments où on se dit, là ça va être bourré de références à tel courant de pensée, à tel courant religieux, à telle œuvre littéraire de l'Antiquité, à l'Odyssée tout simplement. Hein. Ça aurait pu être un autre pacte de lecture. D'abord relire l'Odyssée, ou lire vraiment l'Odyssée, parce que l'Odyssée je la connais mal, avant de lire Ulysses. Bon, ben je ne l'ai pas fait, ça veut dire que je lis Ulysses avec ma méconnaissance foncière de l'Odyssée, que je connais vraiment par bribes de culture générale et de souvenirs très lointains de collège-lycée, quoi. Donc, il y a ça aussi. Je vous invite à continuer à commenter, parce que je ne veux pas non plus couper le sifflet, hein, si ces questions engagent une discussion. Mais je voulais quand même lire les 2 traductions. Donc je ne relis pas la phrase anglaise, c'est la dernière phrase du paragraphe Black Crack of Noise. Vous pouvez retrouver ça dans le Joyce Project, à la page 285 de l'édition Alma, etc., etc. Je lis les 2 traductions. Et il but d'une seule haleine, pour se remettre cœur au ventre, car par tout le ciel roulait tonnerre grondant, tant que maître Madden, dévot par occasion, bâtit sa coulpe à ce fracassement de dernier jugement, et, pour maître Bloom, qui était à côté du bravache, il lui dit paroles assurantes, aux fins d'accoiser sa grande paour, lui remontrant que ce n'était que Tintamarre qui loyait là, et la décharge du fluide hors le nuage éclairant, voyez-ci, ayant eu lieu, le tout n'est que phénomène d'ordre naturel. Et je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, moi, on parlait de lire avec sa culture, avec son intertexte. Moi, quand je lis au fin d'accoiser sa grande paour, pour moi, c'est Rabelais, immédiatement. Donc ça veut dire que le pastiche a été travaillé, le pastiche que constitue le pastiche, les 32 pastiches qui constituent le chapitre Oxen of the Sun, évidemment que Morel et Gilbert, ils ont
fait des transpositions, et donc notamment ils sont allés chercher des éléments qui allaient évoquer d'autres textes, et d'autres textes parfois pas si obscurs que ça, en l'occurrence Rabelais, ici. Je lis la traduction de Hawksbury de cette dernière phrase du paragraphe, et après, pour moi, la séance sera levée, et je veux juste, avant de lire cette dernière phrase, présenter mes excuses à Astergirl, parce que ça fait quelques semaines, je crois, qu'elle attend que je parle de Hamlet, et j'arrive pas à parler de Hamlet, parce que je trouve le Hamlet de Stephen Dedalus, le Hamlet de Ulysses, Hamlet tel qu'il est utilisé comme motif textuel et intertextuel récurrent dans Ulysses d'une part, et tel qu'il est aussi, qu'il fait l'objet d'une interprétation et d'une série d'hypothèses par Stephen Dedalus dans le chapitre, je ne sais même plus lequel, bon, le chapitre qui se passe à la bibliothèque, hein, je ne sais jamais lequel c'est, peu importe, 7, 8, bon, bref, vous retrouverez, me met dans l'embarras, donc j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, mais peut-être qu'à un moment donné ça va se décanter, je vais avoir le déclic, mais voilà, je suis désolé, mais le déclic ne s'est pas fait. En attendant, mais je voulais quand même expliquer, voilà, donc bref, si un jour je parle de Hamlet, ou je pense que je vais parler de Hamlet, je te préviendrai, et puis en attendant tu peux sécher ces séances. Je lis la traduction d'Hawksbury. Il siffla donc une bonne salve pour se redonner du cœur au ventre, car ça tonnait fort de longtemps, ça grondait par tous les cieux, de sorte que maître Madden, étendez-vous à de certains moments, se battit la coulpe aux côtes au bruit de ce brisement. Et maître Bloom, au flanc du fanfaron, lui dit paroles apaisantes, afin d'assoupir sa grand'peur, lui remontrant que ce n'était pas là autre chose qu'un brouhaha qu'il avait ouï. La décharge de fluide du nuage tonnant, tenez, s'était passé, et le tout étant de l'ordre des phénomènes naturels. Donc on voit ici que Hawksbury, il a travaillé là encore sur les paires allitératives, hein, coulpe, côte, bruit, brisement, flanc, fanfaron, hein, apaisante, assoupir, voilà. Bon. Ok. Donc j'ai essayé un petit peu quand même il y a de belles allitérations, hein, donc... alors je veux quand même signaler, puisque voilà, donc les bœufs du soleil, James Joyce, Ulysse épisode 14, nouvelle traduction de Hawksbury au corridor bleu, préface de Mathieu Young, ça coûte 15 €, et c'est en version bilingue. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, il y a l'anglais à gauche et le français à droite, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être en même temps sur le texte de Ulysses en anglais sur l'ordinateur, ou d'avoir les deux bouquins ouverts en même temps. Celle-là, traduction, elle permet de lire vraiment comme une édition de poésie, en fait, parce que c'est vraiment de ça qu'il est question. Donc Hawksbury, c'est quand même un grand poète contemporain, donc ici traducteur de Ulysses. Bien. Bon, moi j'ai à peu près fait le tour. J'espère que je ne me suis pas trop mélangé dans mes marque-pages, parce que je vais finir par perdre des jalons à force. Moi je dirais pas que je suis satisfait, parce que je suis rarement très 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 satisfait de la manière dont ça se passe, parce que juste j'ai pas du tout le temps de faire ça sérieusement. Mais en tout cas voilà, on a essayé d'échanger, on essaie d'avancer. Je sais pas où vous en êtes les uns et les autres. Je sais pas, Jacques, tu es parti du côté de Mrs. Dalloway, mais Jacques, je crois que tu avais fait un fast forward, un petit peu une accélération avant vers les bœufs du soleil, justement, il me semble. Donc bon, de toute façon, voilà, il faut être complètement décomplexé, il faut sauter les pages, il faut pas. D'accord, ok. Delphine, je croyais que tu avais dépassé les Oxen of the Sun, je comprends pas. Ah oui, si, d'accord. Ok, c'est. Non, je réagis aux commentaires dans le live Twitch. Le chapitre 9 qu'arrive d'ici là, c'est le chapitre dans lequel Steven fait part de ses interprétations sur Hamlet. Ça doit être ça. Voilà, il doit y avoir un petit décalage soit dans ce que je raconte, soit dans la manière dont les commentaires me reviennent, mais voilà, mais c'est ce qui me semblait. Delphine, tu es plus avancé que moi, tu en es à Circé, et moi je sais jamais, puisque là je me suis arrêté,
juste après Oxen of the Sun. Circé, c'est le suivant, voilà, c'est ça. Donc je vais attaquer Circé, mais Circé, ça fait 120 pages, ou je sais pas, enfin c'est un quart du... c'est peut-être pas un quart quand même, mais c'est un gros paquet, en tout cas. Je regarde... attends, je regarde. C'est le centenaire de The Wasteland de Hart Crane. J'ai lu un article dans la lettre française. Non, c'est le centenaire de The Wasteland, c'est possible. The Wasteland de T.S. Eliot. Alors, si c'est, enfin, je sais pas où j'en suis là, mais alors c'est intéressant parce que T.S. Eliot, enfin The Wasteland, c'est l'autre texte. Je vérifie en même temps parce que du coup, tu me mets une. Ah oui, c'est le 1922, absolument, mais j'avais pas du tout fait attention à ça. Quelle année quelle année étrange et riche, certainement, 1922. Oui, ben, alors là, pour le coup, ça fait... des choses ont dû être écrites à ce sujet, mais le fait que soit sorti la même année Ulysses de The Wasteland, ça a dû faire une forme de détonateur quand même, au moins dans le monde anglophone. Donc alors The Wasteland en forme poétique en 5 cantos, enfin qui ne sont pas des cantos d'ailleurs, utilise un certain nombre des techniques qui sont présentes dans Ulysses, le pastiche, le collage, la réécriture, l'allusion mythologique, l'allusion religieuse, l'allusion historique. Mais je trouve que déjà c'est beaucoup plus court, hein, parce que ça se lit vraiment assez vite, ça fait 50 pages à peu près, The Wasteland. C'est un texte que j'ai eu l'occasion, enfin au tout début de ma carrière, je me suis retrouvé à enseigner ça, et c'était en fait super bien, et ça passait bien en fait, bizarrement, même auprès des étudiants en fait. Alors en revanche, c'est bien The Wasteland, c'est bien de T.S. Eliot, hein. Et c'est très très bien, je ne connais pas de traduction française. Si ça t'intéresse, Jacques, je pourrais faire une petite enquête. Il faudra juste me refaire une piqûre de rappel par mail, DM sur Twitter, d'une manière ou d'une autre. Il faudra vraiment pas hésiter à me faire une petite piqûre de rappel, parce qu'il y a plein de traductions, hein. Donc voilà, qui sont sans doute très bien, que je ne connais pas. Un des débats sur la traduction de The Wasteland, c'est la traduction de Waste, hein, la terre gaste, la terre vaine, etc. Donc il y a toutes ces questions-là. En revanche, comme tu parlais de Hart Crane, tu m'as mis la puce à l'oreille. Peut-être qu'il y a aussi un poème de Hart Crane qui est sorti en 1922, un texte, mais je connais très mal Hart Crane, hein. C'est vraiment, ça, pour le coup, là, c'est une œuvre que je connais mal. Je suis juste en train de regarder. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il ait publié quelque chose vraiment en 1922. En revanche, ce qui est certain, c'est peut-être de là que vient peut-être ta confusion nominale, Jacques, c'est le fait que The Bridge, qui est de 1930, ce que je viens de vérifier avec mes anti-sèches, The Bridge est quand même un hommage très appuyé, ou une reprise très appuyée de The Wasteland, en fait, hein. Donc voilà, mais Hart Crane, c'est un très grand poète. Moi, je l'ai assez peu lu, et puis surtout il y a très longtemps, donc là, pour le coup, je pourrais vraiment pas en parler comme ça aux débeautés. Non, mais bon, voilà, de la confusion naît la richesse, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui, donc finalement, on parlait d'intertexte. Qu'est-ce qu'on a parlé d'intertexte encore aujourd'hui? Parce qu'entre la réécriture, et je vous ai même pas cité les quelques notes que j'ai prises sur des films, œuvres, etc., qui sont des réécritures de Ulysses dont j'ai entendu parler lundi après-midi. Mais vous voyez, enfin, entre A Naked Needle de Noureddin Farah, entre les parentés stylistiques éventuelles avec Mrs. Dalloway, encore plus éventuelles ou encore plus hypothétiques avec le dernier style de Céline, avec Lobo Antunes, le fait que T.S. Eliot et Joyce, chacun de leur côté, ont finalement, et chacun dans une forme différente, hein, dans le poème d'une part et puis dans le roman d'autre part, développent finalement des stratégies textuelles, des stratégies quasiment philosophiques, hein, d'approche du texte, finalement assez comparatives. C'est vraiment intéressant. Mais je veux bien que tu m'envoies l'article, Jacques, ça m'intéresse effectivement. Ouais. Mais c'est amusant, Delphine, tu disais que tu avais étudié The Wasteland en fac. Moi, je ne l'avais jamais étudié, je me suis retrouvé à l'enseigner, mais
C'était pas la première année où j'ai fait cours, mais la deuxième année, hein, quand j'étais encore que chargé de cours, tout en commençant ma thèse. C'était particulier. Oui, je crois que Hard Train, en fait, c'est toujours pareil. Whitman a influencé T.S. Eliot et Pound, qui ont influencé Hart Crane, qui a influencé Lowell. Bref, on n'en finit pas. C'est certain. Merci beaucoup pour le DM, Jacques. S'il n'y a pas d'autres remarques, échanges, etc., moi, je suis bien, là, ça me va, mais j'ai pas l'intention d'accaparer toute votre soirée. Donc on peut aussi se dire au revoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est beaucoup plus confortable pour moi parce que je sors de ces live Twitch souvent avec un petit peu de migraine, d'inconfort corporel. Et là, j'ai surélevé mon ordinateur, donc il est posé sur 3 très gros catalogues et volumes qui font que voilà, c'est au même niveau et que je me fatigue beaucoup moins que quand je suis en contre-plongée et que je suis obligé voilà, je pense, de baisser la nuque un peu tout le temps. Donc voilà. Il a été question lundi du fait que Ulysses était un texte corporel, physique, etc. J'ai des grosses réserves par rapport à ça. C'est un texte hyper intellectuel. Mais en tout cas, le corps existe, même quand on fait des live Twitch sur des sujets très littéraires ou intello, je ne sais pas comment il faut dire. Bien, à bientôt, merci de votre fidélité et normalement, si je ne me suis pas complètement emmêlé les pinceaux, lundi prochain, le 9 mai, on pourra faire le 12e live Twitch à l'horaire habituel. En attendant, bonne semaine et à lundi pour celles et ceux qui nous rejoindront. Au revoir.